Donc justement, Axel, avant de redescendre par le menu, donc Pierre Barral a déjà esquissé les différents sous-segments du marché de taux. Une réaction quand même sur ce que vous venez d'entendre, sur les anticipations, sur la politique des banques centrales, l'inflation. Pour vous, comment est-ce que vous situez par rapport à tous ces éléments ? Je pense qu'il y a un élément peut-être qui n'a pas été suffisamment souligné, c'est que qu'entre-temps, certes, on était dans ce combat contre l'inflation et les hausses de taux. Entre-temps, on a eu SVB et une intervention de la Fed qui a été finalement, quelque part, le signal risque. La banque américaine. Silicon Valley Bank, qui a donc fait faillite début mars pour des raisons qui sont à la fois liées au risk management de la banque, etc., mais surtout une fuite des dépôts qui était, disons, quelque part, un des symptômes de la hausse des taux. Et donc, les taux allaient... donc, on a des mouvements de réallocation qui avaient déjà débuté vers les taux courts, qu'on voyait parallèlement aussi depuis le début de l'année, par exemple, tous les flux de crédit. En début d'année, on avait beaucoup d'attrait, d'attractivité du marché du crédit, et on avait vu des flux assez importants, puisque ça marquait un petit peu les esprits de voir des taux de 4% sur l'investment grade européen. Clairement, il y avait un changement de paradigme depuis compte tenu des 10 ans qu'on a connus précédemment, ça changeait un petit peu la donne. Donc deux choses. SVB signale aussi que la Fed distingue très nettement la politique de taux de la politique de stabilité financière. La BCE fait à peu près la même chose aussi. Et donc, ça diminue les risques de dérapage et les risques baissiers sur les marchés. Et un des éléments très importants, je pense, qui sous-tend un petit peu la bonne tenue des marchés d'actifs risqués au sein de l'obligataire ou même un petit peu sur les actions, c'est la baisse induite de la volatilité. Et la baisse induite de la volatilité, parce que les banques centrales, en parallèle de la lutte contre l'inflation, font beaucoup pour préserver la stabilité financière. Et donc cette combinaison-là, elle était extrêmement favorable finalement au marché. Et on l'a vu par exemple dans la performance du high yield. Alors certes, les fondamentaux sont bons. On a Pierre évoquait les taux de défaut qui restent bas, etc., qui effectivement... Ça va se maintenir ? Ça va. C'est-à-dire plus bas que zéro, c'est compliqué. On est vraiment sur des niveaux qui sont extrêmement faibles historiquement. Provient du fait que les entreprises du secteur ont été en capacité de refinancer leurs dettes, d'éloigner un petit peu leur mur de maturité. Et quelque part, on a une banque qui fait faillite, c'est une banque à qui on ne prête pas. Et là, effectivement, il y a eu plus ce mur de refinancement qui va revenir peut-être à l'horizon de 2026-2027. Mais dans l'intervalle, on aura une normalisation peut-être des taux de défaut, mais qui n'ira pas au-delà de ce qu'on a connu dans le passé. Donc les primes sont encore un petit peu confortables sur une partie du high yield, notamment le haut du panier du high yield, et sur ce qui fait l'essentiel du marché investment grade, c'est-à-dire la zone dite triple B des notations. Donc là, on pense que ces niveaux de spread qui se situent à peu près à 170 points de base au-dessus du Bund, ça fait toujours des rendements de 4%. Finalement, ce rendement de 4% est toujours présent. Par rapport au risque-prix, c'est une bonne rémunération. C'est un des meilleurs compromis entre risque et rendement. Je pense que l'investment grade européen est assez, en particulier les parties 2-3 ans, vous avez des rendements qui sont tout à fait attrayants, de l'ordre de 4,5%. Donc, c'est une zone de maturité qu'on privilégie et qu'on aime bien, clairement, sur les marchés actions obligataires aujourd'hui. Donc là, je me retourne vers vous, Pierre. Vous avez dit que vous étiez intéressé, si je puis dire, par les souverains, les États souverains, peut-être un peu moins optimiste sur les investissements crédits. Oui, non, je partage l'avis sur l'investment grade, en effet. Je ne l'ai pas précisé, mais en effet, la catégorie investment grade fait partie de nos investissements. On en a aussi, on n'a pas que du souverain. Voilà, nous, on a juste un biais un petit peu à considérer, en effet, que le high yield aujourd'hui présente des niveaux de spread qui peut-être ne financent pas, ne paye pas le risque de crédit qu'on peut prendre en face, notamment du fait de ces taux de défaut extrêmement faibles qui ne peuvent que remonter. Donc voilà, on préfère aujourd'hui rester en dehors pour le moment. C'est cohérent également avec une approche sur les marchés d'actifs risqués actions relativement modérée. On n'est pas non plus super haussier sur les actions, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est une approche plutôt prudente, en fait, pour cette deuxième phase de l'année, ce deuxième semestre de l'année, sur ce type d'actifs. C'est un retour sur les taux, mais voilà, qui va se faire de façon prudente. Oui, parce qu'on retrouve des rendements sur les taux qui commencent, qui sont à nouveau attrayants, même si on aurait pu s'attendre à ce qu'ils vont plus haut. Parce que le rendement entre les actions et les taux, nonobstant justement le pool de valeur qui a bien augmenté ce début d'année, est relativement similaire aujourd'hui, sur une moyenne.
Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut. Oui, on n'est pas très loin en fait sur les deux catégories de classes d'actifs en termes de rendement. C'est une situation qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. Et en effet, les investisseurs peuvent avoir beaucoup plus facilement tendance à recourir au marché obligataire aujourd'hui s'ils veulent s'extraire du risque action dans lequel ils n'ont pas une très très forte conviction aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et Axel, si on reprend donc l'ensemble pour vraiment regarder ce qui vous intéresse aujourd'hui sur le marché de taux, si on screen l'ensemble, quel est vous avez déjà évoqué le high yield, sur l'ensemble des autres sous-classes d'actifs, comment est-ce que vous positionnez? Alors, si on reprend. Sur la dette souveraine, par exemple, alors on est effectivement un peu gêné par l'inversion des courbes de taux. Hein. Évidemment, c'est une situation qui est un petit peu compliquée pour des acheteurs d'obligations. Et on peut être aussi un petit peu interpellé par le niveau des spreads souverains. Je pense que, en particulier l'Italie, qui a énormément bénéficié quelque part de l'engouement sur les périphériques dans le mois qui s'est écoulé là depuis quelques semaines. On a une très forte compression des primes. C'est assez récent. Une très forte compression des primes souveraines. Ça a quand même matière à se normaliser un petit peu avec le quantitative tightening de la BCE, le fait que la BCE laisse maturer ses actifs et donc ne réinvestit pas. Et puis, il y a aussi des problèmes budgétaires en Italie qui sont un petit peu ignorés aujourd'hui par le marché. Donc, ça a matière un petit peu à revenir et à réécarter les primes de risque, notamment sur l'Italie. Et au même moment, il y a aussi de très belles histoires au sein de la dette souveraine. On peut penser à la Grèce, on peut penser au Portugal. Il y a d'autres choses qui permettent aussi de faire ce type d'arbitrage. Donc, sur la sphère souveraine, en général, on est un peu, disons, partagé entre certaines belles histoires et d'autres qui sont plus problématiques. Et on a vu ce pool européen, il faut vraiment aller chercher la dette de chacun des États et de regarder aujourd'hui comment ils se comportent. Ah, oui, depuis la crise souveraine, de toute façon, on a toujours une dimension crédit qui est apparue dans la sphère souveraine qui fait qu'il faut vraiment analyser chaque pays par rapport à un autre, même si parfois on a des effets disons, un petit peu de corrélation générale. Je pense que dans le temps, ça apporte toujours beaucoup de valeur d'être discriminant au sein de la dette souveraine. Donc le crédit, j'en ai parlé, c'est je pense un des meilleurs compromis risque-rendement actuels. On a aussi l'inflation, qu'on a parlé de persistance de l'inflation. On a aujourd'hui sur des marchés obligataires quelque part un certain attentisme et un certain optimisme sur une baisse rapide de l'inflation. À l'horizon de 2024, les marchés tapent sur un retour quasiment à 2 en fait, de l'inflation. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ça ne cadre pas avec le fait que non seulement l'inflation va être persistante, on le sait, on voit les revendications salariales perdurer, les taux de chômage sont faibles partout, et il est possible. C'est d'ailleurs le discours de la BCE ces derniers temps. Ils ont relevé leurs anticipations d'inflation sous-jacente, qui est un peu plus d'inertie. Et donc, les anticipations d'inflation à l'horizon de 2-3 ans sont probablement un peu inférieures à ce qui va advenir. Donc, ça crée une opportunité pour ceux qui détiennent des emprunts indexés, qui naturellement sont des emprunts qui sont revalorisés quand les prix augmentent. Donc, c'est aussi une partie du marché obligataire qui nous intéresse. Alors justement, il y a aussi une classe d'actifs qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène. Ce sont les fonds monétaires avec la rémunération qu'ils apportent aujourd'hui. Donc pour vous, c'est le cas? C'est un complément forcément. Et évidemment, les 2 hausses de taux qu'on attend du côté de la BCE vont encore améliorer la rentabilité des fonds monétaires. Typiquement, le fonds monétaire standard offre un rendement qui est proche de l'Ester, c'est-à-dire à peu près 10 points de base en dessous du taux de dépôt de la BCE actuellement. Mais avec la réduction de l'excédent de liquidité dans le système, ces taux des marchés monétaires vont avoir tendance à converger et même se rapprocher des taux de dépôt de la BCE. Donc on peut imaginer qu'à l'horizon de septembre, le taux servi sur ces fonds monétaires se rapproche de 4%, entre 3,90 et 4. Et donc, c'est vrai que on retrouve un petit peu la convergence de tous les taux de rendement qu'on voit également aux États-Unis, d'ailleurs, mais autour de ces 4% qui donnent l'investment grade, les taux monétaires et probablement aussi le rendement des bénéfices actions. Il ne va pas être très loin de ça avec des divergences, mais le taux de rendement des dividendes et les rachats d'actions vous amènent aussi quelque part sur cette espèce de convergence vers 4%. Donc, des actifs qui donnent le même rendement avec des risques évidemment très très différents. Tout à fait. Alors, il nous reste quelques minutes. Il y a aussi, on parle beaucoup des États-Unis, on parle de l'Europe, mais il y a aussi toute la zone émergente, sur la dette émergente. Est-ce qu'on peut dire un point aujourd'hui? On a parlé de l'évolution du dollar. Est-ce que c'est une dette que vous regardez également?
Oui, on garde beaucoup. C'est une dette sur laquelle on est relativement constructif, en tout cas pour la dette externe en dollars, donc les pays émergents qui s'endettent en monnaie américaine. Là, on voit que les spreads ont très très bien tenu, en fait, même dans les phases de prise de bénéfices qu'on a pu connaître un petit peu les dernières semaines sur le high yield ou les actions. C'est une dette qui a très bien tenu. On pense qu'il y a encore un potentiel de réduction de ces spreads, notamment parce que les besoins de financement des États en dollars sont relativement réduits d'ici la fin de l'année. Donc, il y a assez peu d'offres à venir et donc ça va contribuer à diminuer les primes de risque sur la dette émergente en dollars. Sur le marché de dette locale, là, on est peut-être un petit peu tôt dans la phase d'allègement monétaire, mais on voit que, par exemple, l'inflation en Asie permet déjà de baisser les taux. Donc, ça donne une dynamique très complémentaire par rapport aux pays développés sur lesquels on est toujours dans cette phase de resserrement monétaire. Ailleurs, on peut se diversifier et être... on est déjà à l'étape d'après. On est un petit peu plus en avance peut-être sur ce cycle. Alors, c'est pas vrai dans toutes les zones, mais en tout cas, là aussi, il faut être sélectif. On peut aussi avoir des plus-values obligataires dans le monde de la dette souveraine émergente, mais en monnaie locale. D'accord. Pierre ? Oui, je partage complètement. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en effet, ça fait partie aussi sur la partie obligataire des expositions qu'on a mis dans les portefeuilles depuis quelques temps. C'est cette dette émergente, alors en devise locale en l'occurrence, mais qui pour le coup apporte en effet un effet diversifiant assez intéressant pour l'ensemble des portefeuilles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on privilégie toujours et qu'on maintient aujourd'hui pour les mois à venir. D'accord. Merci beaucoup.